Oyez, on est très heureux, très content d'être en votre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Je suis en compagnie ce soir de monsieur Alain Toussaint. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir, oui, je vais bien vous-même. Merci, je vais très bien, merci. Sarah, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice. Quelqu'un m'a dit, vous dites toujours Sarah, vous dites Alain Toussaint, vous dites Sarah. Alors j'ai dit Sarah El Wadi. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Vous avez un joli soleil dans votre dos. Elle a un joli soleil dans son dos. Voilà. Merci Liane. Liane Lago qui réalise donc ce numéro du Grand Talk. Il y a aussi M. Daouda Koulibaly. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Bonsoir mon Brico, et toi? Ça va très très bien. Super. Les festivités d'anniversaire se poursuivent, je sais. Oui. Jusqu'à la fin de la semaine. Ouais, je suis Gémeaux, donc jusqu'à ce que le temps des Gémeaux passe. Très bien. Voilà. Vous votez des lois taillées sur mesure. Ben oui, il fait comme certains dans ce pays et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est une passe qui demandait une reprise de volet, vous avez assuré. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Monsieur Élisée Bolougbe, on dit beaucoup de bien de vous à Yopougon. Ah bon? J'y étais il y a quelques jours, et bien une communauté m'a approché pour me demander de vous transmettre les bonnes pensées de cette communauté religieuse qui estime que vous êtes un garçon de bien. Merci beaucoup. Vous leur transmettrez aussi mes remerciements. Vous pouvez le faire en direct. Je vous salue et je vous remercie, chère communauté. Merci Pour le soutien. Les amis, on va évoquer ce soir la question des pluies diluviennes dans ma grande révision. Est-ce que ce soir ou ce matin, cet après-midi, vous avez été, la pluie vous a un tout petit peu embêté quand même? Ben ouais, moi j'étais au bureau, la pluie, on était tombé des cordes, mais j'avoue que la Sodexam avait déjà prévenu qu'il allait avoir des cordes. Mais il y a certaines communes qui ont été plus ou moins inondées. Et j'avoue que même on a vu des voitures prises au piège dans certains coins. C'est le lieu aussi d'interpeller les uns et les autres, de faire attention dans cette période de pluie-là, d'essayer de changer les pneumatiques. S'il pleut, ça ne sert à rien de sortir. Et essayer de curer aussi les caniveaux près de chez vous. N'attendez pas que ce soit la municipalité qui vienne faire ça à tout moment aussi. Voilà. Bien. Parce que... Bah après ça, je me demande ce que... Et puis il y a eu un embouteillage monstre. Bah oui, conséquence voilà. du fait que certains véhicules avaient été donc empêchés, enfin qui avaient du mal à circuler. Ils ont même été bloqués dans des eaux. Conséquence de la montée d'eau en fait. La montée d'eau, exactement. Et la circulation a été grandement perturbée dans beaucoup de quartiers. Très très bien. Alain? Non, prudence tout simplement. C'est la saison, les prévisions avaient déjà indiqué ce qui allait se passer. Donc je pense qu'il faut vraiment être extrêmement prudent. Très bien. Et surtout, hein, c'est un autre rappel. On va emboîter un peu le pas au gouvernement dans sa campagne de sensibilisation pour demander aux personnes encore dans les zones à risque, au regard d'ailleurs de ces images-là, eh bien de sauver leur vie et d'éviter ces zones à risque-là, de quitter ces zones à risque-là. Parce que voilà, une vie, il n'y a rien de plus important qu'une vie. Sur ces belles paroles plutôt responsables, les amis, on va évoquer le point 1, éducation nationale. C'est Madame la ministre Mariatou Koné qui a décidé de mettre en garde contre toute tentative de fraude aux examens. On le sait, les examens à grand tirage approchent, les dates sont connues. Et elle en remet une couche, après tout ce qu'elle a pu mener comme activité. Elle a estimé, justement, au regard de certaines informations de ces fameux groupes, par exemple, je cite les fameux groupes WhatsApp qui circulent où on vous dit envoyez votre numéro, vous aurez le corrigé BPC 2023, BAC 2023. En tout cas, au regard de toutes ces velléités, eh bien, elle a tenu à opposer donc une grande fermeté en estimant que cette année d'ailleurs, le gouvernement, en tout cas son département, allait mettre les bouchées doubles, redoubler de vigilance pour mettre hors d'état de nuire tout réseau de contrevenants, de fraudeurs aux examens. Et je pense que c'est à saluer. Oui, c'est à saluer et c'était à l'occasion de la cérémonie marquant le lancement des examens à grand concours le mercredi 31 mai 2023. Examen à grand tirage. Voilà. Il faut dire que la tricherie, en vérité, en Côte d'Ivoire, est un problème fréquent lors des examens à grand tirage. Les apprenants sont prêts à tout. Certains vont du recopiage même carrément de leurs voisins à l'utilisation des téléphones portables pendant l'examen. Et j'avoue que sans encourager en fait la tricherie, on peut comprendre souvent pourquoi certains sont prêts à tout pour avoir les examens. Quand on sait qu'il y a des lacunes même dans notre système éducatif,
il y a des gens qui ne finissent pas le programme, il y a le nombre pléthorique dans les classes, mais ce n'est pas une raison pour s'adonner à la tricherie. Et j'avoue que depuis les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de tricheurs a relativement baissé quand on sait qu'en 2020, on était à 16 900 cas de tricheurs. En 2021, on est passé à 11 000 et en 2023, on est passé à 6 000. On espère que, pour ces examens-là, on espère qu'il y aura zéro tricheur parce que tous ceux qui seront pris en flagrant délit, ils vont aller en prison. Il y a des moyens qui sont déployés. Hein. Oui. En plus des grandes déclarations, là on parle de vidéosurveillance, ça va? Oui, tout à fait. Dans les salles de classe. Alors, tricher lors des examens, c'est une chose, mais en plus, faire fuiter les examens, c'est encore pire. Je vous donne l'exemple, par exemple, en France, en cas de fraude au bac, c'est considéré comme un délit et un acte interdit par la loi, et donc vous êtes passible d'emprisonnement jusqu'à 3 ans et une amende jusqu'à 9 000 €. Donc ça a de quoi, je pense, dissuader beaucoup. Et les conséquences peuvent être aussi importantes. Désolé. Vous pouvez... non, mais pas de problème. Il est interdit de regarder d'autres supports. C'est le cas de le dire. Alors, les conséquences peuvent être aussi très importantes pour les personnes qui sont prises en flagrant délit. Hein. Il y a l'incapacité, évidemment, donc c'est considéré comme un délit. Et vous avez aussi l'incapacité de participer à tout examen pendant au moins 5 ans. Donc, c'est des mesures assez fortes qui ont réussi à dissuader beaucoup. Et je pense qu'il faut des mesures de telle ampleur pour que les jeunes, pour que tout le monde prenne au sérieux ces examens. Parce qu'il ne s'agit pas juste de l'élève qui peut tricher à un examen, mais toutes les personnes qui font partie de la chaîne, si vous voulez. Tout le réseau, en fait, qui a accès aux examens, c'est ces personnes-là qui font contrôler. Donc, le moins de personnes sont impliquées, le mieux c'est. Et surtout, je pense que les peines doivent être très importantes. Alors, justement, on parlait de sanctions, on parlait de réactions. Je pense qu'Alain et Élisée, eux, je pense que la question que je vous poserai, c'est à propos d'éviter que ça arrive, éviter qu'on arrive aux sanctions. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je pense que tout à l'heure, tu évoquais quelques mesures qui ont été prises, quelques mesures qui, depuis l'année passée ou l'année surpassée, ont commencé à être mises en œuvre, notamment la vidéosurveillance. Mais je pense que déjà, avec la déclaration de la ministre ici, on pourrait mettre à contribution la DITT, c'est-à-dire que la PLCC, cette division de la police qui est en charge des traces technologiques, puisque déjà ces réseaux, comme on le dit, qui sont mis en place là, utilisent les moyens mobiles, notamment le téléphone, Internet, Facebook et les réseaux sociaux, en fait, disons, pour pouvoir appâter ou du moins pour pouvoir recruter ces jeunes-là qui sont censés être leurs clients. Je me dis que déjà, c'est le lieu en amont d'anticiper. Déjà, comme elle me le dit, elle-même, elle a vu passer ces réseaux-là. Donc, je crois que c'est le lieu peut-être d'alerter les forces de police, ceux-là qui ont en charge la responsabilité de vérifier toutes ces fraudes sur Internet, là, pour que ceux-ci, déjà, commencent même à remonter la filière et évidemment arriver à ceux-là qui sont à la base de ces groupes et de ces réseaux mafieux. Très bien. Maintenant, à côté de ça, je crois que pour moi, la première responsabilité anti-fraude incombe aux parents. Nous, en tant que parents, il faut qu'on fasse comprendre à nos enfants qu'il n'y a pas de résultat sans effort. Pour éviter qu'on se laisse séduire. Voilà, faut déjà l'inculquer aux enfants depuis le départ, depuis même le premier jour de classe. C'est au bout de l'effort qu'on obtient un résultat probant. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de résultat. Mais quand les parents, pour certains parents, disons pas les parents, mais pour certains parents, quand c'est eux-mêmes qui sont les instigateurs, ou même qui encouragent l'enfant, ou bien donnent des pistes même de la fraude à l'enfant, il y a un problème. Donc pour moi, le premier verrou vraiment anti-fraude, c'est vraiment les parents. Ça, il faut qu'on se le dise honnêtement et qu'il y ait une solidarité générale de tous les acteurs du système éducatif, mais également des parents et de tout le monde pour lutter contre cette fraude-là. Ce n'est pas parce que l'enfant échoue aujourd'hui que sa vie s'arrête. Il peut échouer aujourd'hui et ça peut être le début pour lui, le déclic, pour que désormais il se mette au travail et que les choses marchent mieux. Merci les parents. Hein. Écoutez, moi, je suis très heureux d'entendre mes amis parler de lutte contre la fraude, parce qu'il en va des examens comme des élections. La dernière fois, ici, on parlait de Maître Abiba qui, par anticipation, avait mis en place un organisme au sein du PPACI pour lutter contre la fraude. Parce que justement, la fraude fausse le jeu, fausse l'équité. Or, on doit être tous égaux devant les examens, lors des concours, des compétitions. Compétition à l'école, compétition électorale. Donc, vous ne pouvez pas ce soir me développer un discours où je vois là où vous avez
deux poids, deux mesures. Là, subitement, vous êtes devenus des parangons, des défenseurs de... Non, mais quand même surpris des propos de Alain, quand même. C'est quoi cette même moi, je vous contiens. Je vous contiens, s'il vous plaît. Je vous contiens. Mais il ne s'agit pas Parce que d'élection. la réponse va arriver. Non, la réponse va et je vous venir. promets elle va être groupée, Alain. Allez-y, Non, terminez. mais je n'attends que ça. Enfin, je fais juste ce trait pour dire que dans tout domaine, ou en tout domaine, on doit être exigeant. Et que ceux qui vont faire une compétition doivent y aller en ayant à l'esprit qu'il faut être loyal. Ne pas avoir une preuve d'examen avant, tout comme il ne faut pas se faire un capital d'électeurs avant un scrutin. Qu'il faut veiller à ce que la liste électorale soit effectivement celle qui doit servir à la compétition, de la même façon que nous devons être certains que ceux qui sont dans les salles d'examen sont effectivement ceux qui ont, durant l'année, subi, par exemple, la classe de 3e ou la terminale ou même le CM2. Enfin, je fais juste une extrapolation pour dire qu'il est important, effectivement, de lutter contre la fraude, mais il ne faut pas que cette ambition de lutter contre les fraudeurs se limite seulement au périmètre de l'éducation nationale. Alors, pour répondre à Alain, vous avez un porte-parole. Allez-y, choisissez le porte-parole et j'ai droit aussi à une Je réplique. viens commencer. Non, on a dit un porte-parole, pas trois porte-paroles. Bon, mais je suis quand même... Bon, allez-y. Bon. Moi, je pense que... ça, vous ne l'attendiez pas. Non, heureusement que Alain, lui, après, se rattrape. Donc, je pense que les téléspectateurs auront noté qu'il a fait hors sujet. Sinon, en réalité... Non, voilà, c'est qu'il a pas hors fait sujet. Non, c'est un gros hors-sujet. Voilà, pas du tout. Parce Non, que non, si non, c'était un examen, vous allez avoir 0. C'est un dessin, C'est un hors-sujet. Non, Non, je viens. Le porte-parole Non, a la c'est à parole. dessein. Je viens. Le porte-parole a la Je pense parole. que sur ce plateau, pour être honnête, il faut le dire, à aucun moment, personne ne s'est érigé en chantre de la fraude, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau de l'éducation. À aucun moment. Je veux bien même qu'on nous remonte toutes les vidéos. À quel moment, dans le débat sur ce plateau, on a été chantre de la fraude ou on a fustigé le fait que les gens mettent en place comment on appelle ça, un Mais mécanisme anti-fraude. Non. Daouda l'a fait. J'explique. Daouda l'a Ce fait. moi qui a qui suis été fait, accusé. ce qui a été fait Vous allez le ici, Daouda l'a fait. ce que nous avons fait ici, et ça, Sarah aussi. je m'en rappelle comme hier. Terminez. Voilà, on a dit qu'il est bien de mettre en place un certain nombre de mécanismes, mais il est encore mieux d'expliquer le fonctionnement de ce mécanisme. Ça évite de rentrer dans une sorte d'amalgame et de confusion qui peut créer des germes d'une probable violence. Voilà le discours qu'on a tenu sur ce plateau. Et je le répète encore aujourd'hui, à bien, aucun Élisée. moment on a été chantre de la fraude. C'est noté, Élisée. C'est noté. Bon, en fait, je pense que Élisée vient de répondre exactement parce que à ce que j'allais dire, ben, je ne vais pas m'apaisantir sur ce qu'Alain dit parce que je sais que Alain, tout le monde le sait. Il fait de l'humour. C'est un provocateur dans l'âme. Il Pour fait ceux qui de ne le l'humour. connaissent pas, c'est un provocateur. Mais j'aimerais juste continuer sur le Allez-y, sujet sur pour le dire sujet. qu'aujourd'hui, Élisée parlait des parents d'élèves qu'il fallait sensibiliser. Mais moi, je veux dire, la fraude aujourd'hui dans le système éducatif persiste parce qu'il y a certains enseignants qui contribuent à cela, à cause de la corruption. Mais il y a aussi le fait qu'il y a certains enseignants qui sont vraiment moins nantis. Surtout les enseignants du privé qui vont aller suivre les examens, qui n'ont pas assez d'argent, qui n'ont pas assez les moyens, qui se laissent corrompre. Ben oui, je vous assure qu'on a même reçu sur ce plateau Alain un Joseph, vous enseignant... n'êtes pas d'accord, vous allez répondre tout à l'heure. Mais je viens, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Mais il va terminer, parce que justement, peut-être que la chute va permettre de mieux comprendre. Si cette fraude-là persiste au niveau de nos établissements, pendant les examens, mais c'est parce que certains enseignants se laissent appâtés par le gain facile, justement. C'est Je ça. veux rebondir Et c'est ça quand qu'il même. faut changer. C'est ce Si paradigme c'était qu'il les faut changer. organisateurs eux-mêmes, Non. admettons que Mais ce soit même les supérieurs. Moi, je ne qui dirais fassent pas cela. les organisateurs parce que je mais n'ai pas de... pourquoi pas? Non, mais parce que je n'ai pas de Alors, preuves de Sarah, cela. Sarah veut la parole. Oui, un peu d'équité, s'il vous plaît. C'est mon Non, il y rôle a- sur le plateau. Non, il y a deux choses. La première, c'est de répondre à mon ami Alain. Non, je pense qu'il n'y a aucun rapport, effectivement, entre les élections et le sujet sur le secteur de l'éducation, même si je comprends La que quand fraude. on parle de fraude et d'équité, là, c'est juste deux sujets Diamétralement opposés. S'il vous plaît, on peut se passer un petit peu de discuter politique juste pour le mot, juste 5 minutes. Non, je pense qu'il y a deux choses à noter. La première, c'est que tout à l'heure, Élisée en parlait. Il y a deux choses. Il y a les problèmes liés à la tricherie, et ça, effectivement, c'est une question d'équité, d'éducation. Le rôle des parents est très important. Mais il y a le problème de la fuite des examens, qui, elle, est très conséquente et qui ne concerne pas la fuite des sujets des épreuves, les sujets des examens fuite. Et ça, c'est un problème qui n'a rien à voir avec les élèves, mais avec les personnes qui ont la responsabilité, peut-être les enseignants, d'organiser. Et c'est toutes les personnes qui participent à cette chaîne. Qui sont-ils? Et pour justement résoudre ce problème, ou en tout cas contribuer à le résoudre, il faut tout simplement réduire le nombre de personnes qui ont accès
à ces sujets-là. Par exemple, entre autres, c'est une solution. On va la Entre noter. autres. Bon, alors moi, je voudrais vraiment rapidement réagir sur les propos de Daouda. Je pense que je ne peux pas laisser dire une telle chose sur le plateau. Non, la pauvreté. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je voudrais qu'on soit clair. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on dit le taux de pauvreté aujourd'hui est estimé à environ 49%. D'accord. De taux de pauvreté. Est-ce que parce qu'on a un taux de pauvreté qui s'estime autour de 49%, on peut considérer que la Côte d'Ivoire doit être un pays où la corruption est de mise? Parce que... Ah non, j'explique. Généralement, dans les pays où il y a justement la pauvreté, il y a la corruption. J'explique. Oui, c'est un fait. La prochaine fois, je ne tiendrai pas quelqu'un qui veut interrompre vos propos. Justement, il faut que ce paradigme-là soit changé dans les mentalités une bonne fois pour toutes. La pauvreté n'excuse pas qu'on s'adonne à la corruption et à toute forme d'actes délictueux. Je ne suis pas d'avis avec. Mais c'est le lieu Voilà. aussi. Non. Justement, c'est parce qu'on a cette mentalité qu'on demeure dans la pauvreté et que la lutte contre la pauvreté devient de plus en plus difficile. Si on se dit que parce qu'on est pauvre, il faut adopter les bonnes attitudes et les bons paradigmes, les bons moyens, demain on sera plus pauvre, on sera riche. Donc ça, c'est un discours qu'il faut vraiment bannir de tout ce qu'on dit en fait. On ne peut pas admettre ça. La pauvreté ne doit pas être une excuse pour s'adonner à la corruption et à tout autre acte délictueux. D'accord. Mais monsieur Lisée, avant de donner la parole à Daouda, qui va certainement défendre, je pense qu'il était important également de prendre en compte le fait que ce que M. Daouda Coulibaly évoque, c'est que dans les raisons... C'est les raisons de la tricherie en Côte d'Ivoire. Il y a aussi ce... Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire ce n'est pas recevable. Mais pourquoi ce n'est pas recevable? L'éthique de l'enseignant. Imaginez l'enseignant, c'est l'école de la République. Il y a des décennies. Donc ça n'existe pas. S'il vous plaît, l'enseignant incarnait déjà à l'époque une institution. Oui, mais à l'instant, Voilà. vous êtes dans un joli film. dire Mais que- la réalité est que On il y a est des dans les personnes- faits. il y a des Oui, personnes qui acceptent 2500 1000 francs d'élèves même. ou 1000 1000 francs d'élèves. francs Mais je pense que pour laisser les gens copier. Sarah a décrit la chaîne. S'il y a un enseignant, éventuellement, qui est dans une chaîne de la corruption, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui a Oui, mais ça, Oui, mais c'est aussi Voilà. une raison, Alain. Oui, mais tout à l'heure, vous avez volontairement omis d'indiquer que... Mais volontairement, il y a- donc vous préjugez que j'ai volontairement Non. omis. Mais non, puisque vous l'avez Ah ben vous-même allez, c'est affirmé. grave. Vous l'avez dit. Non, Là, je n'ai pas fini, on va Non, mais les 1000 francs 2000. Vous l'avez Je dit. Parce Daouda, qu'aujourd'hui, moi je Daouda, dis, terminé. aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a il y a une dichotomie entre les enseignants, en fait, dans leur traitement. Dans la mesure où certains enseignants ont les moyens, il y en a qui n'en ont même pas. Et du coup, lui, il profite, il doit aller surveiller des examens. Et quand il surveille ces examens-là, souvent des élèves vont proposer de l'argent. Ou bien même des parents en dehors de l'établissement proposent de l'argent et ils laissent d'autres enfants copier. Mais pourquoi dire, vous ne voulez pas qu'on Alors, puisse si vous le demandez- donner? Non, mais Brice, Mais c'est pas que Daouda l'accepte ou le justifie, il dénonce. Je dénonce Mais un je- fait. mais je Mais vais pourquoi est-ce que expliquer. vous vous acharnez? Non, Non, parce que non, vous non, réduisez, non. vous réduisez On explique. la corruption lors de ces événements à un groupe de personnes, ça, notamment Non, des enseignants, non, alors non. que c'est une chaîne. Mais Maintenant, non, mais justement, Alain, on vous laisse terminer 15 secondes. juste d'un mot. Oui. La corruption, ce n'est pas seulement le fait des personnes qui seraient pauvres, entre guillemets. Savez-vous qu'il y a des Mais j'ai parlé de milliardaires- pauvreté Daouda, à cause des Daouda, enseignants s'il du vous plaît. privé qui n'ont pas les Daouda, mêmes traitements que les autres. Laissez-moi Pardon. terminer. Là, j'ai un propos plutôt général. D'accord. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, que même des milliardaires sont la plupart du temps les moteurs de la corruption. Oui, ça, Ces personnes qui ont de l'argent, qui corrompent des responsables politiques, des ministres, des membres de gouvernement, etc., des opérateurs économiques pour avoir des marchés. Ça, vous le savez. Donc, ce n'est pas le petit pauvre ou le petit vendeur de maïs des Yenoula ou des Gagnois qui est, comme on dit, le vecteur principal de la corruption. Très bien, Donc, les enseignants qui demandent 1000 francs ou 2000 francs, effectivement, il faut le condamner, mais il faut surtout, comme on dit, mettre la main sur ceux qui sont les initiateurs de ces opérations. Alors, on l'a bien compris, hein, on l'a bien compris qu'au nombre des différents problèmes qui sont à la base de la corruption, chacun a apporté son regard, son diagnostic. Une chose est sûre, Madame la ministre Mariatou Koné entend mettre hors d'état de nuire tous les réseaux de fraudeurs. Allez, les amis, on va évoluer sur un autre sujet. Celui-là concerne donc les collectivités locales. Je ne sais pas comment planter le décor. Eh bien, la question, elle est simple. Les collectivités locales bénéficient-elles, selon vous, de l'appartenance, davantage selon l'appartenance politique? Quand on a entendu certains propos que Daouda se fera le plaisir de nous rappeler, des propos attribués au directeur général du Trésor, Bon, ce ne sont pas des propos attribués, c'est des propos qu'il a effectivement tenus. C'était dans le IFU, lors de la présentation des candidats du RAGP dans cette région-là. Il a dit que les populations avaient un chapelet de doléances qu'ils demandent, des roues, du bitume, ça et là. Et il a dit,
vous voulez du bitume, vous voulez des routes, vous voulez ceci. Voici ceux à qui vous devez vous adresser pour avoir ce bitume-là. Et quand ces personnes-là viennent avec leurs soldats, vous nous dites que vous avez vos soldats. Si vous voulez des routes, votez les soldats que la personne vous a présentés. J'ai paraphrasé en fait. Bon, j'avoue que quand on entend ces propos, c'est choquant, c'est peut-être mal dit, mais moi, je le comprends parce que j'estime que nous sommes dans une période de campagne et ça peut se comprendre partant de ce principe. D'ailleurs, m'arrêter là. Vous arrêtez-vous là. Je me tourne vers Alain. Oui. Aujourd'hui, comment fonctionne une collectivité locale? Comment se développe une collectivité locale? Qui soutient une collectivité locale? Une collectivité locale, c'est financé par l'État. Mais moi, je voulais quand même, sur ces propos que vous évoquez, relever trois faits. D'abord, le premier fait, il est politique. C'est le Béquet. C'est une région... Le Ifou, pardon. Qui est une région initialement dirigée, je pense, par le PDCI. C'est ça. Voilà. Et donc, ce sont des élections qui s'annoncent, me semble-t-il, difficiles pour le parti au pouvoir, parce que longtemps, cette région a été dirigée par des responsables du PDCI. Maintenant, le deuxième fait, il est sociologique. La personne qui a tenu ces propos, notamment M. Assaouri, qui est le DG du Trésor, est un transfuge du PDCI. Et je pense qu'à l'occasion de ces élections, il semble que ses parents attendent des explications. Donc le raccourci, effectivement, il est facile. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend ce type de propos. Beaucoup d'hommes politiques le pensent, mais ne le disent peut-être pas ouvertement. Et je peux même vous assurer que moi, j'ai déjà entendu des propos similaires il y a une dizaine d'années, à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, ou en tout cas très peu, où ils n'amplifiaient pas les propos. Maintenant, le dernier fait que je relève sur ces propos, ils sont d'ordre ethnico-sociologique. Voilà. On sait quelles sont les populations qui peuplent cette région et qui sont généralement, majoritairement PDCI. Donc, il y a comme une sorte d'explication des textes à faire, mais je pense que les mots utilisés n'étaient pas les mots. Le dernier point, ça en dit aussi long sur nos institutions. Voilà, et sur même nos acteurs politiques qui n'ont pas parfois la bonne compréhension des institutions qu'ils dirigent. Quand on voit des députés qui vont accurer des caniveaux, ou même le ministre Ahmed Bakayoko à son époque qui disait à des gens dans une ville, si on vous arrête, dites que c'est M. Ahmed Bakayoko et puis on vous mettra en liberté. Donc ce sont des mauvaises compréhensions de situation et il faut regretter cela et je pense que c'est vraiment une sortie de route. D'accord. Moi, je pense et je reste pertinemment convaincu que M. Assaouri Kounan Jacques, le DG du Trésor, à l'heure actuelle, certainement devait regretter ses propos. Parce que c'est des propos qui, pour moi, n'avaient vraiment pas leur sens, n'avaient pas leur raison d'être. Vous savez, eux sont d'autant plus encore que c'est un cas du parti au pouvoir. Je voudrais simplement lire ce que la déclaration de souveraineté du chef de l'État, quand il prend la parole, quand il est investi président, il dit quoi? Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger, et ça je voudrais qu'on retienne bien, de protéger les droits et les libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Il faut paraphraser. Donc, non, je le dis pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire aujourd'hui, un chef d'État, en réalité, son rôle, avant d'être chef d'État, il est pour le parti, mais dès l'instant qu'il devient président de la République, il est pour tous les citoyens. Donc le développement, et on le voit, c'est que le développement que le président de la République essaie de mener à travers ses démembrements ministériels et autres, tout ça, il ne choisit pas des régions, c'est toute la Côte d'Ivoire. Et donc quand vous venez vous tenir de tels discours, comme quoi si vous voulez qu'on ait des bitumes, si vous voulez qu'on ait des trucs, choisissez le président de la République parce que c'est eux là qui ont les... Non, mais je trouve que c'est pas... Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que Assaouri a dit? Je trouve que ce n'est pas des discours qui soient des discours, même si on est dans le fond, il parle de la forme. En fait. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme politique, au-delà de l'aspect politique, on a aussi cette responsabilité d'éducation, d'éduquer les masses. J'avoue que les propos de M. Assaouri ressemblent étrangement à des propos qu'aurait tenus, en tout cas, Mme Kandia Camara, donc on le signale par exemple sur nos pages sociaux, à Bobo. Ce que je note, dans les deux cas, c'était pendant les campagnes. Est-ce que ce n'est pas des propos de campagne? Non, mais au-delà des propos des campagnes, Brice, ce que moi j'aimerais dire concernant ce propos-là, disons les choses clairement aussi. Parce que
tout ce qui est comme conseil régional, mairie, chacun a son budget. Mais quand tu regardes le budget de fonctionnement de ces mairies-là, c'est souvent difficile de prendre ce budget-là pour faire des travaux de bitume. Prenons le cas du Haut-Sassandra, où le budget de la région... 30 secondes avant Je sais, oui, j'ai fait les 30 secondes. Où le budget de la région, on parle de 3 milliards, mais pour faire la voie d'Alois-Issia, on parle de 61 milliards. Parce qu'on vient de dire aux populations, est-ce que c'est juste... Au-delà de tout, il faut que... Ce qu'il dit clairement, c'est pour dire... Prenez en compte, votez pour des gens qui peuvent parler au président, qui sont proches, qui peuvent faire du lobbying. C'est ça, parce qu'on parle de développement. Élisée, je vous laisse répondre à ça. Oui, on parle de développement. Donc, il l'a dit. Comme je l'ai dit, c'est mal dit, mais ça peut se comprendre. C'est la réalité. Oui, c'est un fait. Élisée, Pourquoi on ne peut pas le dire? Élisée ou Sarah? Voilà, non. Moi, je n'ai pas entendu Sarah sur la d'accord, question. ok. Élisée. Bon, mais très rapidement, moi, je vais peut-être vous choquer, je ne suis pas scandalisée, mais je pense qu'effectivement, c'est des propos déplacés, surtout pendant cette période de campagne. Il doit faire preuve d'impartialité. Donc, je pense comme tu le disais, Élisée, à cette heure-ci, il doit certainement regretter lui-même ses propos. Non, j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'il est tellement simple de le dire, et je le dis que ça choque aucun Ivoirien. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit du RHDP, qu'on soit du PPACI, qu'on soit du PDCI, reconnaissons que sur la gouvernance du président Ouattara, il y a eu des acquis énormes qu'on voit. C'est visible, c'est palpable. Sur cette base-là, c'est suffisant pour une campagne. Vous avez vu ce que le chef de l'État a fait, il est capable d'en faire encore plus. Nous demandons nos voix, mais tu ne peux pas dire que si vous ne votez pas, vous trouverez vous-même vos moyens pour faire vos routes, pour faire vos bitumes. On a la limite de la menace? Mais c'est pas normal, mais c'est même pas juste en fait. Peut-être que c'est pas normal. Ça, il faut aussi il dit que c'est à la limite je de la finis, ministre, je finis. de la menace, mais j'avoue que le fait de le dire comme ça, ce que tu viens de dire, les acquis, le bilan du président, c'est la même chose, Élisée. Non, c'est pas la même chose. Et c'est pas la première fois qu'on entend ça dans ce pays-là. C'est pas la même- vraiment pas la première fois. Mais c'est pas parce que c'est pas la première fois qu'on entend aussi que ça veut dire que c'est normal. C'est ce que je veux normal. dire. Oui, Justement, voilà, on peut entendre plusieurs fois, même 10 fois, même avoir entendu. il y a Mettez-vous 2 un tout ans, petit 3 peu à la ans. place Mais de aujourd'hui, ces populations qui ont d'autres convictions. mais bien sûr. Comment ces personnes-là, ces populations-là se sentent quand elles entendent de tels propos? Non, mais les populations ont compris aujourd'hui que généralement, le développement arrive quand on est du bord du parti qui est au pouvoir. D'autant que l'échelle entre l'élu local et le président est raccourcie, les contacts sont plus faciles. Moi, j'avais à discuter avec le maire de Ouragayo. Lui, il a construit une relation personnelle avec les autorités. Tant bien même qu'étant du PPACI, il a estimé qu'il fallait parler, dialoguer avec les autorités. Mais c'est un cas exceptionnel. Mais d'accord, mais justement, je m'apprête à le dire. Est-ce que justement, pour pouvoir obtenir que les collectivités locales obtiennent les avantages liés à leur position, est-ce qu'on est obligé d'être en odeur de sainteté ou en amitié? Ils reçoivent tout cet argent, justement. On ne devrait pas. On ne devrait pas. Mais le fait d'avoir une proximité, pas forcément être membre du parti au pouvoir, parce que le président Ouattara compte des amis, des relations dans les partis d'opposition. Le fait d'avoir cette relation particulière facilite les choses. Donc, ce que M. Assaouré dit, c'est d'expliquer une situation qu'il regrette lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas obligé d'être membre du parti au pouvoir pour pouvoir développer sa région, mais il fait juste, comme on dit, un raccourci pour présenter une situation qui ne date pas de la présidence de M. Ouattara. C'est depuis des décennies que la Côte d'Ivoire fonctionne ainsi. Bien que n'étant pas normal. Oui, bien sûr. Bien sûr, on regrette cela parce qu'il y a même beaucoup de collectivités qui, aujourd'hui, je pense, n'ont pas reçu les dotations, le cas de les Koumassi, budgets, tout près de nous etc. ici. Oui, c'est ça. Koumassi, il y avait l'ancien maire qui était du PDCI. Mais il n'a pas... Koumassi était confronté aux inondations, à tout ce qui est menace. Mais quand le ministre Bakongo est venu, on sait que c'est un proche du président. Comme mais par on miracle, a vu, il y a eu les budgets. on a vu le plan Marshall qu'il a mis en place. Ça peut être un raccourci, ça aussi, Daouda. Parce qu'on peut estimer que M. Bakongo... Mais Brice, il ne faut pas nier également M. Bakongo le fait qu'il ait eu peut-être... Il y a des maires qui ne sont pas RHDP qui ont rangé leur commune. Exemple. Donne-moi un exemple. Tout comme il y a des mecs qui sont RHDP Donne-moi un exemple, qui n'ont pas le résultat de M. Bakongo. Non, donne-moi un Mais exemple. moi, je vous pose une question. Non, ne me pose pas la question, mais réponds à ma question d'abord, Brice. Toutes les communes de Côte d'Ivoire, qui ont eu des plans Marshall, c'était des communes qui étaient pas Donne un exemple. Moi, je vais donner un exemple. Non, mais on a plusieurs. Il parle de Ouragayo. Voilà, Ouragayo. Mais parce qu'il avait une relation... Le maire a fait un travail extraordinaire alors qu'il est du parti d'opposition. Voilà. Assalé Tiemoko. Brice. Assalé Tiemoko, il est député. Il est député maire. Atia Salé, il est indépendant. Oui, mais il a Vous voulez un exemple? Vous donnez un exemple. Brice, Ça y est. Brice, Moi, je pense que ta tête a parlé. on parle d'élections locales. On parle d'élections locales, on parle d'élections où on parle d'une équation personnelle entre un candidat et puis sa population. En réalité, même venir dire le chef de l'État va faire ceci, va faire cela, pour moi, c'est un aveu d'impuissance. Parce que ce que tu dois dire aux populations, là, moi, j'ai été à vos côtés, même dans les moments où je n'avais pas les moyens. J'ai été à vos côtés.
Parce que justement, c'est là que la population maintenant voit qui est avec elle, qui n'est pas avec elle. Donc les élections locales, là, ce n'est pas des élections présidentielles. C'est des élections au cours duquel tu dis, moi, je suis capable de vous construire ceci. Je suis en mesure de faire cela. On n'a pas besoin de dire, parce qu'on est avec le président de la République, on fera ceci, on fera cela. Non, non, non. Donc, ça veut dire que si le président n'est politique, ça veut dire que demain, si le président n'est pas là, ou bien si vous n'êtes pas votre parti qui est là, vous ne pouvez plus rien faire. Le combat entre les partis politiques. Mais malheureusement, c'est la réalité. Très bien. Lorsque le régime change... Mais il faut qu'on change ce paradigme, en fait. Mais justement, faut qu'on change ce c'est le paradigme. défi des hommes politiques en Côte d'Ivoire et surtout de l'État en tant qu'organisation à être impartial, à donner aux régions, aux communes et autres les budgets qui leur reviennent. On pourra tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Alain Toussaint, de Sarah El Wadili, de M. Daouda Sa Majesté Koulibaly et de M. Élisée Boloube. Nous a rejoint pour la partie entretien. M. Serge Seri, vous êtes expert en protection des données à caractère personnel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Alors, on va commencer par une vraie question. C'est quoi les données à caractère personnel? Alors, la loi définit les données à caractère personnel comme toute donnée qui permet d'identifier un individu. Donc, ça peut être une donnée banale comme votre nom. Ça peut être encore plus sophistiqué en recoupant certaines caractéristiques de vous, en disant celui qui anime le Grand Talk, par exemple. Ça vous identifie. Donc, le critère ici, c'est l'identifiabilité. Très bien. Tant que vous pouvez être identifié, la loi alors s'applique et on parle des données à caractère personnel. On va partir sur les cas pratiques ce soir. Allez-y, Sarah, je vous écoute. Oui, bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai une question très simple. Qu'est-ce que prévoit la loi au cas où nos données personnelles sont détournées et utilisées sans notre consentement, comme des vidéos, ou des photos ou des notes vocales? C'est ça. La première chose, c'est déjà de saisir l'autorité de protection, puisque son rôle, c'est de garantir vos libertés et votre vie privée. Voilà. La chose qu'il faut retenir, c'est que la loi existe pour que chacun se sente vraiment protégé. Voilà. Donc, quand vous avez maille à partir avec quelqu'un qui viole vos données à caractère personnel, il faut saisir tout de suite l'autorité de protection qui est l'ARTCI. Monsieur Tseri, il y a deux cas de figure. Il y a des cas de figure où nos caractères à données personnelles... Données à caractère personnel. Nos données à caractère personnel, c'est ça? Tu as dit caractère à données personnelles. On ne sait pas. C'est vrai que dans l'autre sens, ça ne marche pas. Sont piratés, j'ai envie de dire ça. Quelqu'un sans notre consentement. Et puis, il y a des fois où nous-mêmes, nous donnons nos données. Parce que quand vous allez dans un service et que le vigile vous dit, par exemple, monsieur, remplissez, laissez-moi votre carte d'identité, vous avez votre identifiant, vous l'avez dit tout à l'heure, nom, prénom. Et ça, par exemple, on ne sait pas à quoi ça peut servir demain. C'est ça. C'est pour cela que la loi exige, notre loi date de 2010, et toutes les entreprises devaient se mettre en conformité à partir 6 mois après que la loi soit promulguée. Donc, depuis 2014, avant qu'un vigile ne puisse prendre vos noms et vos prénoms, il faut qu'il y ait l'autorisation de l'ARTCI. Donc, malheureusement, beaucoup ne sont pas encore conformes et c'est pour cela qu'on assiste à ces abus. Comment on sait qu'ils sont conformes ou pas? L'ARTCI produit chaque fois sur son site l'ensemble des entreprises qui se mettent en conformité. Mais vu que ce n'est pas évident pour nous, par exemple, d'avoir accès à cette liste-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire le système en inverse? C'est-à-dire que je vais dans une entreprise, est-ce que le vigile qui est là, ou bien les gens de l'entreprise peuvent me montrer par A plus B qu'ils font partie de la liste homologuée par la RTCI pour qu'ils puissent prendre mes données? Pourquoi ce n'est pas votre tablette ici? Normalement, là, c'est parce que vous êtes informé que vous allez manifester votre droit d'opposition reconnu par la loi. C'est ça. Mais la plupart, ils font confiance à la société, à l'entreprise. Ils se disent que l'entreprise a certainement un nom. Et donc, tout ce qu'elle fait est régulier. Moi, je vous promets que la prochaine fois que je vais dans une entreprise, si le vigile a l'outrecuidance de me demander sans qu'il me justifie ça, ben Maintenant, la question que moi j'aimerais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des téléphones, on est souvent là, on a souscrit à absolument rien. On voit même des salons qui sont, bien des forums qui se tiennent. On reçoit des SMS, pourtant, je ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève. Qu'est-ce qui se passe? C'est le cas pratique. Et je pense que tout le monde a été victime un peu de cela. Le mois dernier, j'étais allé faire un séminaire dans un hôtel à Yamoussoukro. Il n'y a pas longtemps, on m'envoie sur mon téléphone un message
On me dit, il y a la fête des mères, est-ce que vous allez revenir à Yamoussoukro? Voilà. Alors que là, on parle de détournement de finalité. Alors qu'on a saisi, on a pris mes données à caractère personnel parce qu'on a dit que la police exige que pour être dans un réceptif hôtelier, il faut qu'on puisse vous enregistrer sur une fiche. Et on détourne donc cette finalité pour après envoyer des messages. Et c'est le cas pour certaines personnes qui ont accès à vos données. Vous leur donnez cela pour avoir un service et après, ils prennent cela pour vous envoyer donc, ce qu'on appelle des offres commerciales non sollicitées. Donc, ça veut dire que finalement, on ne sait pas, lorsqu'on communique des informations, on ne sait pas comment celles-ci seront utilisées. Et est-ce que les autorités de régulation ont les moyens? Est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce qu'il y a des démarches pour justement éviter qu'on reçoive des messages indésirables? Parce que moi, je ne vous cache pas que j'ai été dans un hôtel en France il y a 2 ans qui continue de m'envoyer des offres. Chaque fois qu'il y a une solde, il y a des soldes là-bas. Oui, si c'est en France, c'est que vous avez coché quelque part que vous voulez recevoir. Il y a toujours 2 petites coches. Il y a j'ai lu, approuvé les conditions et puis en général, c'est tout petit. Mais ici, en général, les gens ne vous demandent pas de signer un formulaire de recueil de consentement et puis font un abus. Donc, pour répondre à sa question, la meilleure chose qu'on doit faire, c'est que tout le monde se mette en conformité. Parce que si tout le monde est en conformité, le respect donc, de la vie privée et des libertés de chacun sera garanti. Mais quelles sont les pratiques recommandées pour la conservation et la suppression des données à caractère personnel? Alors, pour la conservation, la suppression, la collecte, les bonnes pratiques recommandées, c'est de suivre d'abord, la première des choses, c'est le consentement préalable. Avant de supprimer les données de quelqu'un, il faut que la personne soit informée qu'on supprime ces données. La deuxième des choses, il faut une déclaration auprès de l'autorité de protection pour dire que, voilà, on veut supprimer ces données parce qu'on a respecté un délai légal de conservation, donc on veut les supprimer. Et à partir de là, une fois que vous avez déclaré, vous allez obtenir l'autorisation de les supprimer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut plus décider de soi-même en ce qui concerne les données à caractère personnel parce que ce ne sont pas les données de celui qui les collecte. Avant, je suis avec Daouda, Sa Majesté, je ne peux pas utiliser son nom et son prénom sans lui demander son consentement. Je ne peux pas le supprimer d'une liste sans lui demander son consentement. C'est la même chose. Maintenant, nous agissons dans un monde où on ne peut pas décider seul des données qui ne nous appartiennent pas. Ce sont ces données, je veux faire quelque chose, je lui demande. Donc toutes les entreprises, toutes les collectivités locales, tous ceux, en tout cas, qui utilisent les données à caractère personnel, doivent déclarer les traitements qu'ils font auprès de l'autorité de protection et obtenir une autorisation avant de les utiliser. Je vais vous donner un autre cas de figure. Il y a quelques semaines, pendant que mon véhicule était en révision, ben, j'emprunte un Uber. C'est ça. Et donc, du coup, je suis obligé de rentrer 2 informations importantes, mon numéro de téléphone et j'ai la géolocalisation de mon domicile. Mais à ma très grande surprise, le chauffeur du véhicule, 2 jours après, me rappelle pour me demander l'heure à laquelle passe le talk. C'est une information. Vous voyez, parce qu'il a eu... Vous a reconnu, voilà, Oui, mais est-ce qu'il a le droit d'utiliser quoi? Voilà. Mon téléphone qui est sur l'application? Voilà, il a utilisé son numéro de téléphone. Donc là encore, il a fait un détournement de finalité parce qu'il a rentré son numéro de téléphone rien que pour avoir le service de Uber. Pas pour qu'on l'appelle demain, pour lui dire... le programme de la télévision. Mais selon ce que vous dites, alors quelles sont les implications éthiques de la collecte et le traitement des données à caractère personnel? Je n'ai pas retenu votre question. Quelles sont les implications éthiques de la collecte et du traitement des données à caractère personnel? Alors, les implications éthiques. Là, parce que là, c'est une question d'éthique maintenant. Voilà. Donc, je veux dire, déjà, nous ici, on parle de légitimité, de licéité. Ça veut dire que tant que vous ne demandez pas le consentement de quelqu'un, c'est légitime d'utiliser. Si vous avez des bases de données que vous avez acquises sans avoir le consentement des gens, c'est illicite de les utiliser. Vous voyez, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'il y a même des personnes
qui vendent les bases de données alors que c'est interdit de le faire. Vous ne pouvez pas, en Côte d'Ivoire en tout cas. Donc, pour parler d'éthique, toutes les entreprises doivent aujourd'hui avoir comme politique des règles de ne pas acheter des bases de données qui sont vendues parce que ça a été collecté frauduleusement à l'insu des personnes concernées. Alors, je vous donne un exemple. Là, c'est un cas pratique. Hier, je reçois un SMS d'un numéro qui n'est pas dans mon répertoire. Et je lis un message du correspondant qui m'informe que une personne de mon répertoire aurait emprunté de l'argent et que cette personne ne paye pas. Et donc, on m'informe. C'est illégal. Très Et illégal. je me renseigne, il y a une quinzaine de personnes, en relation de cette personne en particulier, qui ont reçu le même message. Donc, ça veut dire que cet organisme de crédit a collecté des informations, certainement via les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment d'ailleurs Les Vous voyez, applications. cette organisation a pu le faire, C'est très mais c'est très pernicieux. grave. Et c'est pour cela qu'à partir des années 2000, les États ont senti la nécessité de prendre des lois. Donc, la première convention qu'on avait connue, c'est la convention de Budapest en 2001 sur la cybercriminalité. Que nous avons repris certaines dispositions de cette convention dans notre loi, qui est aussi une transposition de l'acte additionnel de la CEDEAO. Notre loi est une loi très moderne, qui garantit les libertés et la vie privée. Bon, malheureusement, on ne l'applique pas. Mais pour vous dire que si on l'applique, alors vous n'allez plus avoir... l'entreprise de crédit, par exemple, ne va plus vous envoyer ce genre de messages. Oui, parce que moi, je l'ai reçu également. Il a pris un prêt sur notre application. Il souhaite que vous l'aidiez à rembourser, car actuellement, il n'a pas les moyens. S'il vous plaît, pouvez-vous l'appeler pour échanger avec lui. Si il n'embourse pas son prêt aujourd'hui, l'entreprise sera obligée de bloquer tous ses comptes mobiles cités. Il y a même le nom de la dame. Il est joignable seulement sur WhatsApp. Exactement. De quel droit? Aujourd'hui, le constat, il est clair. C'est que nos données à caractère personnel sont utilisées de façon abusive. C'est ça. Vraiment sans aucune inquiétude. Moi, le citoyen lambda. Non, pas sans aucune inquiétude. Ceux Non, qui se plaignent... non, de la part de ces personnes, en fait. Parce que sans vergogne. Oui, sans vergogne, en fait. Si je peux m'exprimer ainsi, ce que je veux juste savoir, quels sont les dispositifs que nous donne la loi, nous, en tant que citoyens lambda, Très bien. pour faire opposition ou bien pour nous plaindre d'une telle situation? C'est quoi aujourd'hui qu'on a comme recours? Alors, la personne chargée de protéger ou l'entité chargée de protéger donc, vos données à caractère personnel, c'est la RTCI, La RTCI, ok, qui d'accord. agit en tant qu'autorité de protection. Ok. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne saisit pas toujours la RTCI parce qu'on ne sait pas qu'on peut saisir la RTCI. La RTCI est reconnue comme une agence ou une autorité de régulation des télécommunications, alors que ses pouvoirs sont étendus. Elle régule même la poste, elle régule d'autres choses, et notamment les données à caractère personnel. C'est une quasi-juridiction. Donc, si je suis face à une telle situation, mon premier réflexe, c'est de saisir la RTCI. La RTCI. D'accord. OK. Pour dire que je constate que voilà, mes données à caractère personnel se baladent quelque part. Voilà. Et qui c'est pas moi C'est qui son les ai- rôle. Pour prendre le cas de, comme vous connaissez très bien le cas français, chaque jour, il y a des décisions de la CNIL qui sont prises pour, n'est-ce pas, éviter des abus. Et c'est des sanctions qui sont lourdes. Et même en Côte d'Ivoire, les sanctions sont lourdes. Hein. Mais voilà, c'était ma question en fait, parce qu'on dit depuis le début que c'est interdit, que la RTC est là pour nous accompagner. Mais est-ce qu'on peut communiquer un petit peu sur le type de condamnation, le type d'amende, etc., histoire de dissuader un petit peu parce que Voilà, l'article c'est quand même très 21 de actif. la loi prévoit des sanctions qui vont jusqu'à 20 ans de prison. En Côte d'Ivoire, quand Voilà. on parle de 20 ans de prison, tout le J'espère qu'on monde nous sait entend. tout le monde sait que c'est la peine maximale. Donc, pour vous dire que il y a, en plus de ces sanctions-là, il y a, pour les entreprises, par exemple, si on voit que les données de vos clients ont fuité, la première sanction, c'est que vos clients vont aller ailleurs. Donc, il y a un problème de confiance. Et puis, il y a d'autres sanctions, des sanctions administratives. Hein, voilà. Vous Après, parlez il y a des les sanctions, choses, la protection des mineurs, les jeunes. Oui, ça Parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux sur les médias sociaux à rentrer les coordonnées, les leurs et celles de leurs parents. Il y a un problème. Voilà. Comment fait-on? Là, il faut déjà les éduquer dans un premier temps et puis leur montrer la dangerosité Les risques, de cette... Voilà, Mais vous parlez, il a parlé, je vais renchérir sur sa question. Comment est-ce qu'un individu, en fait, peut se protéger, peut protéger ses données à caractère personnel en ligne?
Très bien. Parce que vous parlez de sensibilisation, mais comment on peut le faire? Voilà, donc vous voulez protéger vos données à caractère personnel en ligne. Déjà, il ne faut pas aller sur n'importe quel site. Voilà. Les sites qui ne sont pas sécurisés, nous vous invitons à ne pas mettre vos données à caractère personnel parce que ça va aller dans le dark web et demain, vous aurez des problèmes. D'accord. La deuxième chose, c'est qu'il faut tenir compte de la proportionnalité. Nous sommes venus à une émission et c'est pareil en ligne. On ne peut pas me demander à cette émission le nombre de mes enfants. Je ne sais pas c'est pour faire quoi. Donc, quelqu'un qui me demande une telle information, c'est que demain, il peut l'utiliser à mauvais escient, pour me nuire. Le jour où j'ai dit non, que j'ai 2 enfants, il dit non, vous avez passé sur ce plateau, vous avez dit que vous avez 3 enfants. Donc, quand vous allez sur un site pour faire un achat où on vous demande vos données à caractère personnel, vérifiez que c'est strictement ce qu'il faut pour acheter. Si on vous demande une autre information, où vous habitez, qu'est-ce que vous allez faire avec le produit, sachez que là, on essaie de collecter des informations qui sont disproportionnées. Monsieur, vous êtes bien gentil, mais la première information qu'on nous demande, en général, c'est notre numéro de téléphone. Oui. Et ce numéro de téléphone-là, il est relié à Beaucoup de d'autres bases de données. Déjà, pour collecter les numéros de téléphone, il faut avoir l'autorisation de la RTCI. Et c'est vraiment ce que dit l'article 7 de la loi. Malheureusement, les gens donnent leur numéro de téléphone facilement et les gens collectent les numéros de téléphone sans pour autant bien les conserver. Et pour ceux qui donnent leur numéro de téléphone, ils ne savent pas les dangers. Surtout sur les sites en ligne, vous achetez un téléphone, on vous dit pour contacter donc l'agence, vous envoyez votre numéro de téléphone. Et le gars vous contacte après, c'est compliqué. Moi, j'ai une préoccupation concernant les GAFAM. Bon, Oui. les GAFAM, Oui, c'est ces grands groupes C'est ça. sociaux là. Par exemple, moi aujourd'hui, si vous prenez le téléphone, vous tapez dessus Élisée Bolugueux, vous aurez sur Google un ensemble d'informations qui va depuis comment on appelle ça, mes réseaux sociaux jusqu'à tout ce que j'ai pu écrire comme production, tout ce que j'ai pu faire. Est-ce que c'est normal? Bon, vous n'avez pas lu les conditions générales d'utilisation de ces réseaux sociaux. Tu as coché sans le Voilà, savoir. donc quand vous cochez, vous leur donnez l'autorisation de pouvoir publier C'est ça. sur... Mais justement, j'ai Il une y a question beaucoup de choses pour, qui sont dites sur vous. pour rebondir sur ce que dit Élisée. Il y a les choses que l'on voit, on utilise clairement nos données parce que quand on reçoit un texto non sollicité ou un appel qui n'était pas voulu. Mais il y a d'autres choses, il y a des données aussi, nos données qui sont utilisées mais qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu le rôle de l'air? De toute façon, je repense à cette condamnation de Facebook de 5 milliards qui avait été condamnée pour une fuite de données, une utilisation de données frauduleuses. Ça, on n'en savait rien. C'est plutôt le rôle des autorités de déceler ce genre. Donc, est-ce que la RTCI joue aussi ce rôle pour nous sur des choses qu'on ne voit pas forcément? Je précise que je ne suis pas de la RTCI, oui, bien sûr. En tant que praticien de la matière, ce que je peux vous dire, c'est que la RTCI fait beaucoup d'efforts avec ses moyens. Maintenant, moi, la dernière question que je pose, c'est quelle est la différence entre des données à caractère personnel sensibles et puis non sensibles? Très Quelle bien. différence vous faites? Ça, c'est une très bonne question. Parce que les données à caractère personnel sensible, il y a interdiction de traitement. C'est ce qui donne lieu à des sanctions lourdes. C'est-à-dire l'interdit de traiter les données de filiation. Voilà, c'est pour cela que vous voyez derrière les nouvelles cartes d'identité, il n'y a plus le nom du père de la mère. Parce qu'on estimait qu'il y avait trop d'abus. Voilà. Les données relatives à la santé, voilà, on ne doit pas savoir qui est malade de quoi ici, ça n'intéresse personne. C'est pour cela que la bonne pratique quand quelqu'un a un biais médical, ce n'est plus de donner forcément à son supérieur hiérarchique, mais c'est de le donner au médecin de l'entreprise. Parce que lui, il a prêté serment pour connaître des données de santé et de savoir bien les interpréter. C'est comme les causes d'un arrêt maladie aussi. Voilà. Et puis, terminé, terminé. Voilà, les autres données sensibles, il y a les données raciales. Voilà, on ne doit jamais décrire quelqu'un en fonction de sa race, c'est interdit. Voilà, et les données de condamnation, quelqu'un qui a purgé sa peine. Vous demandez encore, dans certains domaines, les casiers judiciaires sont systématiques. On demande les casiers judiciaires de façon systématique. La loi l'interdit. Donc, il faut donc, désormais, pour respecter donc, ces choses,
il faut se mettre en conformité. Il faut aller se renseigner. Oui. Il faut aller se renseigner. Et je pense que l'un des lieux où il faut se renseigner, c'est le Forum national pour la protection des données C'est à ça. caractère personnel, dont vous êtes également le commissaire général. C'est ça. Ce forum se tient rapidement quand? Oui, le 19 juin, Oui. donc à l'occasion des 10 ans de la loi sur la protection des données à caractère personnel, il y aura donc une grande plateforme événementielle pour pouvoir permettre de partager donc l'expérience de l'Europe qui est à la pointe de la protection des données à caractère personnel et montrer donc aux Ivoiriens que c'est possible de faire confiance à l'autorité de protection et d'avoir donc ces données à caractère personnel protégées. Encourager également les entreprises à se mettre en conformité pour respecter donc nos droits et libertés. Monsieur Serge Siri, merci beaucoup. Vous êtes expert en protection des données à caractère personnel. Vous avez bien voulu passer sur notre plateau pour nous apporter des éléments d'éclairage. Merci Élisée, merci Alain, merci Daouda, merci Sarah, ainsi qu'à toutes les équipes techniques et éditoriales. Eh bien, on va dire, hein, et je m'apprête à le dire, toutes nos excuses à nos internautes. Hier, ils n'ont pas pu avoir le direct. Vous avez été très nombreux à vous en plaindre sur la page aujourd'hui. C'était pour des raisons techniques. Ça n'a rien à voir avec l'Africa Sport. Parce qu'on a estimé que je les avais punis à cause de la défaite de l'Africa Sport. Ça n'avait rien à voir, c'était un problème technique. Mais nos équipes sont à pied d'œuvre pour revenir comme il faut à votre direct. Voilà. Alors, l'émission, Daouda vient de me l'indiquer, l'émission est en ligne sur YouTube. Vous aurez donc les extraits des différents passages du rendez-vous d'hier. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous qui veut sur la Côte d'Ivoire. À demain.